Quelque chose ne va pas, vraiment pas, a chuchoté mon mari, lors du 90e anniversaire de mon grand-père. Ma mère et ma sœur organisaient le 90e anniversaire de grand-père. Mon mari s'est penché vers moi, et il m'a murmuré, « Prends ton sac. Nous partons. » Agis comme si de rien n'était. J'ai pensé qu'il dramatisait, jusqu'à ce qu'il verrouille les portières de la voiture, et dise, « Quelque chose ne va pas, vraiment pas. » 5 minutes plus tard, j'appelais la police. Je n'avais pas vu la plupart de ces gens, depuis 5 ans. Certains, depuis plus longtemps encore. Quelques-uns, j'étais presque sûr de ne jamais les avoir rencontrés. Quelqu'un m'a tendu une flûte de champagne, en plastique. Un enfant est passé en courant, tenant une assiette en carton, comme s'il tenait un volant. Il y avait des chaises pliantes, des lanternes en papier, et une musique polie, diffusée par l'enceinte Bluetooth de quelqu'un. Tous les ingrédients d'une petite fête en plein air, sans prétention. Festif. Légèrement gênant. Tout aurait dû bien se passer. Et, pendant la première heure environ, ce fut le cas. Je me tenais près de la table des amuse-bouches, faisant semblant de m'intéresser aux brochettes de raisin. Mon mari, Roger, était à mes côtés, tenant un verre de vin blanc, et observant la foule avec ce regard neutre et impénétrable, qu'il arbore lorsqu'il est trop poli pour dire qu'il veut partir. Maman était dans son élément, enlaçant les gens, essuyant des larmes, et remettant du rouge à lèvres, à l'abri derrière une serviette. Papa était assis près du barbecue, se plaignant de la météo, comme si elle l'avait personnellement offensé. Ma sœur, Nathalie, n'était, sans surprise, nulle part près de moi. Son mari riait de quelque chose, que personne d'autre ne trouvait drôle. C'était la maison de grand-père, mais on n'y ressentait plus du tout sa présence. Il l'avait construite, après le décollage de son entreprise. Rien de tape à accent Graveleuil, mais assez grand, pour que les gens chuchotent sur sa réussite. Tape à accent Graveleuil, mais assez grand, pour que les gens chuchotent sur sa réussite. Ils vivaient tous ici, maintenant, maman, papa, Nathalie, et son mari. Je suppose qu'il y avait de la place. Nous étions arrivés de Londres, la veille. Cela faisait des années que je demandais quand nous pourrions venir en visite, et la réponse avait toujours été vague. Ce n'est pas le bon moment. Il ne se sent pas bien. Peut-être l'année prochaine. Puis, ce printemps, maman avait dit, si tu veux vraiment le voir, viens pour son anniversaire. Alors, j'ai saisi l'occasion. Je me suis dit qu'elle s'adoucissait peut-être, que cela signifiait quelque chose. La fête battait déjà son plein, quand ils ont fait sortir grand-père. Dans un fauteuil roulant, les cheveux soigneusement brossés, portant un gilet en tricot, que je reconnaissais vaguement. Tout le monde a applaudi, comme s'il venait de marcher sur un tapis rouge. Je suis resté là, figé. Il avait l'air bien. Trop bien. Son visage était lisse, ses yeux étaient distants, comme s'il écoutait à moitié une chanson, que personne d'autre ne pouvait entendre. J'ai fait un signe de la main. Il ne m'a pas répondu. Je me suis dit que c'était l'âge. Maman s'est penchée, et m'a murmuré, il ne parle plus beaucoup, maintenant. C'est difficile pour lui. J'ai hoché la tête, comme si je comprenais. Elle a levé son verre, et a commencé le discours, la voix tremblante, juste assez pour attirer l'attention sur elle. 90 ans de sagesse, d'amour, et de générosité, a-t-elle dit. Il a bâti notre famille. Il nous a offert cette vie. Certains invités ont reniflé. Une femme, derrière moi, a marmonné le mot magnifique, à voix basse. A marmonné le mot magnifique, à voix basse. Roger n'a pas applaudi. J'ai remarqué qu'il le fixait du regard. Et, ai-je dit doucement, en lui donnant un coup de coude. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas répondu. Il a continué à observer grand-père. Ou, du moins, l'homme dans le fauteuil. Comme s'il mémorisait chaque ride. Roger, ai-je répété. C'est là qu'il s'est penché vers moi. Prends ton sac. Nous partons. Agis comme si de rien n'était. J'ai vraiment ri. Tu plaisantes. Il n'a pas souri. Ses yeux n'ont pas bougé. Prends ton sac. De quoi parles-tu? Souris. Rentre à l'intérieur. Fais tes affaires. À ce moment-là, je l'ai fixé. Roger, qu'est-ce que c'est que ça? Nous venons d'arriver. Il a tourné la tête lentement, me regardant enfin.
quelque chose ne va pas, vraiment pas. Ce n'était pas la façon dont il l'a dit. C'était son calme absolu. Comme si c'était un fait établi. Comme la gravité. Mes mains sont devenues glacées. J'ai jeté un coup d'œil, en direction de grand-père. Il n'avait pas bougé. Ses mains reposaient sur les accoudoirs, comme des accessoires de théâtre. « Tu es sérieux ?» ai-je demandé. Roger n'a pas répondu. Il marchait déjà, en direction de la maison. Je l'ai suivi. À l'étage, j'ai lutté avec la fermeture éclair de mon sac de voyage. Mon cœur battait la chamade. Ma bouche était sèche. Je n'arrêtais pas de penser, s'il a tort, ça va être tellement gênant. Et s'il a raison? Nous sommes sortis, par la porte d'entrée. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a même levé les yeux. À la voiture, Roger m'a ouvert la portière passager, comme un gentleman dans un film d'espionnage. Nous sommes tous les deux montés. Il a verrouillé les portes. Clic et clic. Puis, il a agrippé le volant, et a dit, « Ce n'est pas ton grand-père. » Avant, je me disais que je l'imaginais, peut-être. La différence. La façon dont les choses se passaient pour moi, par rapport à ma sœur. J'étais peut-être juste sensible. Peut-être que je dramatisais. Peut-être que j'aimais simplement trouver des raisons, pour me sentir exclu. C'est ce que je me suis dit, pendant des années. Jusqu'au jour où Nathalie a eu 18 ans, et où toute la maison a agi, comme si elle embarquait sur le Titanic. Elle se tenait devant la porte d'entrée, avec son sac de sport, et une bourse d'études complète, et maman pleurait, comme si quelqu'un était mort. « Tu n'es pas obligé de partir », ne cessait-elle de répéter. « Nous nous en sortirons. S'il te plaît, reste juste un peu plus longtemps. » Pendant ce temps, 2 ans plus tôt, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu droit à une valise, et à un signe de tête. « Il est temps de grandir », avait dit papa. « Tu es une adulte, maintenant. Va construire ta vie. » Pas de câlin, pas de larmes, aucune offre pour m'aider à faire mes cartons. Je ne veux pas paraître amer. Sincèrement, non. J'ai déménagé, je suis allé à l'université. J'ai continué mon chemin. Mais, il y a quelque chose, dans le fait d'être poussé vers la sortie, comme une invitée polie, alors qu'on supplie votre sœur de rester, qui reste un peu. En travers de la gorge. Le plus drôle? Je n'avais même pas le choix, concernant l'université. Je savais que je devais y aller. Non pas parce qu'on me l'avait dit. Mais parce que j'avais besoin d'une excuse, pour partir. Mes parents n'ont pas versé un seul centime. Je ne pense même pas qu'ils aient demandé, ce que j'étudiais. C'est grand-père qui m'a aidé. Discrètement. Il m'envoyait de l'argent, tous les quelques mois. Juste assez, pour m'en sortir. Le loyer, les courses, la panne de voiture occasionnelle. Pas d'histoire, pas de leçon de morale. Juste un chèque plié, et un petit mot, avec son écriture tremblante. J'espère que ça t'aidera. Fier de toi. Il ne me devait pas ça, mais il le faisait quand même. Je me souviens de lui, depuis le tout début. Avant même de savoir faire des phrases complètes, j'avais grand-père. Il me prenait dans ses bras, et me racontait des histoires, avec une voix qui donnait toujours l'impression, de connaître de grands secrets. Il me fabriquait des jouets en bois, et m'a montré comment utiliser un rabot manuel, alors que je portais encore des baskets à scratch. Il sentait le cèdre, et la tisane à l'amande poivrée. À l'époque, j'avais l'impression qu'il était à moi. Comme si j'étais sa préférée. Et, peut-être que je l'étais. Mais la vie excelle, pour éloigner les gens. L'université s'est transformée en travail. Un travail s'est transformé en Roger. Et puis, juste comme ça, nous vivions à Londres. Ce n'était pas une fuite dramatique. C'était une question d'opportunité, de travail, de timing, et peut-être, pour être tout à fait honnête, de soulagement. Être loin, rendait tout beaucoup plus facile. Plus facile, de ne pas remarquer la rareté des appels, de mes parents. Plus facile, de faire semblant que ce silence, n'était dû qu'aux fuseaux horaires. Plus facile, de ne pas ressentir ce vide étrange, qui suivait toujours la moindre conversation avec Nathalie, peu importe à quel point elle semblait amicale. Nous gardions le contact. En quelque sorte. Des courriels, pour les fêtes. L'appel Zoom occasionnel.
La dernière vraie conversation que j'ai eue avec grand-père, c'était lors de l'un d'eux. Un appel vidéo. Il avait l'air plus vieux, mais toujours vif d'esprit. Il m'a posé des questions sur mon travail. Je l'ai interrogé sur son jardin. Il a fait une blague sur les écureuils qui volaient toutes ses tomates. C'était il y a 3 ans. Après cela, les choses sont devenues plus silencieuses. Je demandais à lui parler, et maman disait qu'il dormait. Ou qu'il ne se sentait pas bien. Ou qu'il était trop fatigué. Finalement, elle a cessé de répondre, complètement. Je me suis dit que c'était normal. Les gens vieillissent. Ils se renferment. Peut-être qu'il lui était difficile de parler. Mais quelque chose, là-dedans, ne m'a jamais paru normal. Pourtant, je n'ai pas insisté. J'avais une vie, un travail, un mari. Je me disais que ce n'était pas personnel, que je n'avais pas été mise à l'écart, mais juste doucement et poliment, laissée derrière. Et puis, soudainement, il y a eu l'invitation pour l'anniversaire. Ou plutôt, la permission. Si tu veux vraiment le voir, avait dit maman au téléphone, viens pour ses 90 ans. Je n'ai pas hésité. J'ai réservé les vols, le soir même. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Je me disais que c'était peut-être le moment où les choses allaient changer. Que peut-être on m'acceptait à nouveau. Au lieu de cela, je suis arrivé dans une fête où je ne connaissais personne, je me suis tenu sur une herbe qui ne m'était pas familière, et j'ai réalisé que, quelque part en cours de route, tout cet endroit avait cessé d'être le mien. Si tant est qu'il l'ait jamais été. Ils vivaient tous ici, maintenant. Maman, papa, Nathalie, son mari. Ils avaient absorbé la maison, comme si c'était une extension naturelle de leur intimité, de leur vraie famille. Je n'étais que de passage. L'étrangère. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était dans ma tête, que je faisais des projections, que je dramatisais encore. Mais ensuite, Roger s'est penché, et a dit, prends ton sac. Et plus rien ne m'a semblé imaginaire. Nous étions assis dans la voiture, comme si nous venions de commettre un crime. Ou, peut-être, comme si nous venions d'en échapper. Je n'arrivais pas encore à faire la différence. Roger agrippait le volant, comme s'il s'attendait à ce qu'il le morde. Ses jointures étaient blanches. J'étais encore figé, à moitié en train de boucler ma ceinture de sécurité, comme si, en ne l'enclenchant pas complètement, rien de tout cela ne serait réel. Qu'est-ce que tu veux dire, par ce n'est pas lui? Il ne m'a pas regardé. Je veux dire, que ce n'est pas ton grand-père. C'est quoi? Ce n'est pas. De quoi parles-tu? Je suis sérieux, a-t-il dit, d'un ton calme, mais pas tendre. Cet homme dans le fauteuil roulant? Ce n'est pas lui. Je l'ai fixé, comme s'il avait suggéré que le gâteau était fait d'uranium. Tu penses que quelqu'un, quoi, a mis un masque? Comme un méchant, dans Scooby-Doo? Pas un masque. Ses oreilles sont différentes. J'ai cligné des yeux. Ses oreilles? Roger m'a enfin regardé. Tu ne comprends pas. Je retiens les visages. Chaque détail. Je le fais, depuis que je suis enfant. Je peux dessiner une personne, que je n'ai vue qu'une seule fois, dans une gare en 2009. Je n'oublie pas les visages. Ni les oreilles. Ce n'est pas ton grand-père. Et, juste comme ça, mon estomac s'est liquéfié. J'avais envie de rire. Pas le genre de rire amusé. Le genre de rire incontrôlable, aigu, de celui qui bascule du haut d'une falaise. J'ai plaqué ma main sur mon visage. Mon cerveau essayait de trouver une explication logique à tout ça. Mais, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Qui d'autre cela pouvait-il être? Roger a regardé en arrière, vers la maison. Ton oncle? Quoi? N'avais-tu pas dit qu'il ressemblait beaucoup à ton grand-père, quand il était plus jeune? C'était vrai. Je l'avais dit. C'était le cas. Mais cela remontait à des années. Et puis, mon oncle. Il n'était pas dans les parages, n'est-ce pas? Il n'avait pas été à la fête. Il n'avait pas prononcé un mot. À moins que... Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Il portait des lunettes. Et une barbe. Sans doute du maquillage. Ce n'était pas exagéré, mais juste assez. Et je te le dis,
ses oreilles. Une forme différente. Ça n'y ressemble même pas, Roger. Je sais, a-t-il dit, je sais ce que j'ai vu. J'ai appuyé mon front, contre la vitre, mon souffle embuait le verre, mon cœur battait la chamade, comme s'il allait percer un trou, dans mes côtes. Je ne voulais pas le croire. Je voulais retourner en arrière, au moment où ce n'était qu'une fête bizarre, et où j'étais l'invité indésirable, la fille décevante. L'étrangère venue d'ailleurs. Cette version de la réalité, me semblait tellement sûre, maintenant. Si ce n'est pas lui, ai-je dit, alors où est-il? Roger n'a pas répondu. Où est-il? J'ai senti la question me traverser, comme une fièvre qui tombe. Où est grand-père? Soudainement, tout a basculé. Les discours gênants. Les pleurs. La liste d'invités, à moitié vide. La façon dont personne ne m'a laissé m'approcher de lui. La façon dont il n'a jamais parlé. La façon dont ils m'ont rembarré, à chaque fois que j'ai essayé. Je ne lui ai pas parlé, depuis 3 ans, ai-je dit à voix haute. La façon dont il n'a jamais parlé. La façon dont ils m'ont rembarré, à chaque fois que j'ai essayé. Je ne lui ai pas parlé, depuis 3 ans, ai-je répété, à voix haute. Roger m'a jeté un coup d'œil. Quoi? J'ai dégluti. 3 ans. La dernière fois, c'était sur Zoom. Il avait l'air fatigué. Ensuite, maman a dit qu'il était trop malade, pour parler. À chaque fois que j'appelais, c'était, il se repose, ou il a passé une mauvaise nuit. Je pensais que je dramatisais, tout simplement. Mais maintenant. Je n'étais plus sûr de ne pas avoir crié dans le vide, pendant tout ce temps. D'accord, a dit Roger. Je crois que tu dois appeler quelqu'un. Je l'ai fixé. Tu veux dire, la police? Il a hoché la tête, une seule fois. Si on se trompe. On ne se trompe pas. Je n'ai pas bougé. Je ne respirais plus. J'imaginais l'expression sur le visage de maman, quand je suis parti. Ce petit sourire crispé, qui n'atteignait pas ses yeux, ce léger hochement de tête, comme si je m'étais incrusté, sans y être invité, dans ma propre vie. Je vais tout gâcher, ai-je chuchoté. Sarah, a dit Roger doucement, ce n'est pas toi, qui a fait ça. J'ai attrapé mon téléphone, comme s'il pesait des tonnes. Mon pouce a plané, au-dessus de l'écran. Et puis, j'ai appelé. La police est arrivée, plus vite que je ne l'espérais. 2 agents, en civil, silencieux. Ils nous ont parlé, à l'extérieur de la voiture. Je leur ai dit ce que je savais, ce qui n'était pas grand-chose, et j'ai essayé de paraître aussi saine d'esprit que possible, ce qui n'était pas facile. Je sais que ça paraît étrange, mais je crois que quelqu'un se fait passer, pour mon grand-père. Je ne sais pas où il est, et je pense qu'il se passe quelque chose de grave. Ils ont posé des questions, posément, le genre de questions, qui ressemblent à des pièges, même quand ce n'est pas le cas. Puis, ils ont hoché la tête, et se sont dirigés vers la maison, comme s'ils livraient un colis. Je suis resté dans la voiture, à observer. La fête ne s'est pas arrêtée, tout de suite. Personne n'a crié. Personne n'a couru. C'était pire que ça. Tout s'est simplement assombri. Comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité, de quelques crans. Les gens tenaient toujours leur verre. Ils souriaient toujours. Mais, à présent, leur regard fuyait. Leurs épaules étaient plus tendues. Les agents ont commencé à prendre des gens, à part. J'ai vu l'un d'eux, parler à maman. Elle avait l'air de quelqu'un, à qui l'on venait d'annoncer, que le vin était bouchonné. Puis, elle s'est mise sur la défensive, gesticulant, secouant la tête. Sa bouche bougeait vite, mais ses mains, non. Elle ne touchait personne, pas même papa. Il se tenait à l'écart, fixant la haie, comme si elle détenait des réponses. Je les ai regardés parler à l'homme, dans le fauteuil roulant. Il n'a pas dit un mot. Ensuite, ils ont dû lui demander une pièce d'identité. Maman est entrée, et est revenue avec quelque chose. Ça n'a rien changé. Puis, les agents se sont de nouveau accroupis, et ont parlé à voix basse. Ils dégageaient cette tranquillité professionnelle, calme, posée, illisible. Ensuite, l'un d'eux s'est levé, et s'est éloigné. L'autre est resté. Finalement, l'homme dans le fauteuil roulant a levé les yeux,
et a dit quelque chose. Juste quelques mots. A levé les yeux, et a dit quelque chose. Juste quelques mots. Puis, il a hoché la tête. Ce n'était pas fini. Loin de là. Un agent est revenu, vers la voiture. Pouvez-vous rester dans les environs? Nous vous contacterons bientôt. Est-ce que c'est lui? Ai-je demandé. Est-ce que c'est mon grand-père? Nous sommes encore en train de vérifier certaines choses. Mais vous savez que ce n'est pas lui? Il n'a pas répondu à cela. Nous vous tiendrons au courant. Puis, il s'est éloigné. Je suis resté assise là, sentant chaque seconde peser sur moi, comme un fardeau. Où est-il? Où est-il? Cette nuit-là, mon téléphone a sonné, à nouveau. Comment as-tu pu? Cette nuit-là, mon téléphone a sonné, à nouveau. Comment as-tu pu? Maman. Furieuse. En train de pleurer, ou de hurler. Je n'arrivais pas à faire la différence. Tu as appelé la police, contre nous? Contre ta propre famille? Tu penses que tu vaux mieux que nous, parce que tu es parti? J'ai essayé de parler. Je n'ai pas pu. Tu ne comprends pas. Tu n'étais pas là. Tu ne comprends pas. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu comment c'était. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Pour lui. Pour nous tous. Qu'avez-vous fait? Ai-je demandé, la voix brisée. Où est-il? Tu n'as pas le droit de demander ça. Pas maintenant. Pas après ce que tu as fait. Où est grand-père? Silence. Puis, un déclic. Et la ligne a été coupée. Quand la police a frappé à la porte de notre chambre d'hôtel, le lendemain matin, j'ai cru que j'allais vomir. Non pas parce que j'avais peur d'eux, bien qu'il y ait eu un peu de ça aussi, mais parce qu'une partie de moi espérait encore que Roger avait juste craqué. Qu'il avait mal interprété quelque chose. Qu'il s'était emballé. Qu'il s'était trompé d'oreille. Trompé d'identité. Trompé sur toute la ligne. Mais ils ne sont pas venus pour nous arrêter, ou nous interroger. Ils sont venus pour m'annoncer que mon grand-père était mort. Il l'était. Depuis 3 ans. Ils ne l'ont pas dit comme ça, bien sûr. Ils étaient calmes. Professionnels. Un agent a fait la majeure partie de la conversation, pendant que l'autre m'observait, comme si je risquais de m'enfuir. Une déclaration volontaire a été faite. La famille rapporte que M. Ellis. Ellis est décédé en mars 2022. Ils affirment qu'il s'agissait de causes naturelles. Le corps a été enterré en privé. Je me suis assise. Je ne sentais plus mes jambes. Ni mes doigts. Nous traitons cela comme une enquête ouverte, jusqu'à ce que le médecin légiste puisse confirmer les circonstances du décès. Les mots rebondissaient sur moi, comme des gouttes de pluie, sur une voiture verrouillée. Je les entendais. Mais je ne les assimilais, tout simplement pas. 3 ans. 3 ans, et j'avais envoyé des cartes d'anniversaire. J'avais réclamé des appels Zoom. Je m'étais demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Si grand-père m'en voulait d'être parti, si peut-être il était juste fatigué, juste confus, ou juste trop malade, pour parler. Non. Il était parti. Il ne me l'avait même pas dit. Il ne l'avait dit à personne. Je me souviens à peine de ce que j'ai dit aux agents. Je crois avoir demandé s'il avait souffert. Ils ont répondu qu'ils ne le savaient pas encore. Je crois avoir demandé si l'homme à la fête était mon oncle. Ils ont hoché la tête. J'avais envie de hurler, ou de frapper quelque chose, ou de ramper dans un trou, pour ne plus jamais en ressortir. Au lieu de cela, j'ai dit merci. Comme une bonne fille. Comme une idiote bien polie. La nouvelle a commencé à fuiter en ligne, quelques jours plus tard. Au début, ce n'était que des rumeurs. Une publication sur Reddit. Un blog de potins locaux. Mais ensuite, quelqu'un a mis en ligne une vidéo. Des images granuleuses, et tremblantes, filmées avec un téléphone, lors du discours d'anniversaire. De ma mère, s'essuyant les yeux. De mon grand-père, ou plutôt non, pas lui, faisant semblant d'écouter, comme si tout était réel. Cet homme était mort, il y a 3 ans. Sa famille lui a quand même organisé
une fête pour ses 90 ans. Son rôle a été joué par quelqu'un d'autre. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a ri. Puis, il a spéculé. Puis, il nous a tous mis en pièces. Je n'ai pas lu les commentaires. Pas après les 20 premiers. Apparemment, j'étais tout, à la fois, une complice, une narcissique, ou une sale gamine ingrate, qui aurait dû laisser sa famille faire son deuil en paix. Les gens avaient des opinions. Les gens en ont toujours. Puis est venu l'appel, de l'avocat. Pas leur avocat. Le sien. Celui de grand-père. Sarah, j'essaie de vous joindre depuis un certain temps. J'ai failli raccrocher. Votre grand-père vous a légué son domaine. La maison, les actifs de l'entreprise, le reste du fonds en fiducie. Tout. J'ai fixé le sol, ce stupide joint dans le carrelage de la cuisine, qui n'est jamais tout à fait aligné. Ma gorge s'est desséchée. Ce n'était pas un secret, a-t-il ajouté doucement. Il l'a dit à votre mère. À votre sœur. Il y a des années. Et soudain, les pièces du puzzle se sont assemblées. Les mensonges. Le secret. Les fausses fêtes. L'homme dans le fauteuil roulant. Il n'avait pas seulement caché sa mort. Il me l'avait caché, à moi. Parce que s'il était mort, le domaine m'appartenait. Et, si je ne le savais pas, il pouvait continuer, à vivre dans sa maison. Continuer à utiliser son. Et si je ne le savais pas, il pouvait continuer à vivre dans sa maison, à utiliser son argent, à faire semblant que je n'existais pas. J'ai appelé ma mère. Je ne savais pas ce que je voulais. Des réponses, peut-être. Elle a décroché, à la deuxième sonnerie. Comment oses-tu ? Sa voix tremblait de fureur. Pas de chagrin. Pas de honte. De rage. Tu as appelé la police, contre ta propre famille. Tu nous as humiliés. Tu n'as aucune idée, de ce que tu as fait. J'ai essayé de parler. Elle ne m'a pas laissé faire. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas, comment c'était. Tu es parti. Tu as abandonné cette famille. Et maintenant, tu débarques, et tu agis comme une sorte de héroïne. Où est-il, les jeux interrompus. Silence. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'avez-vous fait de son corps? Tu n'as pas le droit, de demander ça, a-t-elle dit froidement. Tu n'étais pas là. J'ai posé la question, chaque année, ai-je répondu. Vous avez menti. À chaque fois. Nous le protégions. Nous te protégions. Il ne voulait pas qu'on fasse toute une histoire, de sa mort. Il voulait la paix. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son est sorti, fêlé et amer, comme quelque chose de brisé, sous la pression. Vous ne l'avez pas protégé. Quelque chose de brisé, sous la pression. Vous ne l'avez pas protégé. Vous l'avez pillé. C'est à ce moment-là, qu'elle a raccroché. Des semaines ont passé. L'enquête a avancé lentement, puis plus vite. Il y a eu des dépositions, des interrogatoires, des assignations à comparaître. Finalement, le médecin légiste a confirmé, ce que ma famille avait affirmé. Des causes naturelles. Mon grand-père était mort dans son sommeil. Aucun traumatisme. Aucun empoisonnement. Aucune violence. Juste la fin paisible, d'un vieil homme. J'ai pleuré. Pour la première fois, depuis la visite de la police. Parce qu'enfin, je pouvais porter son deuil, sans l'ombre d'un doute. Mais il restait la fraude. L'usurpation d'identité. Mais il restait la fraude, l'usurpation d'identité, l'argent. Des accusations ont été déposées. Non-déclaration de décès. Dissimulation d'informations. Accès illégal à des fonds. Tromperie sur l'identité. Ils n'ont pas fait de prison. Ils ont eu droit à une mise à l'épreuve. Conditionnelle, surveillée, et sévèrement prononcée. S'ils dérapent encore une fois, ils iront tout droit en prison. Mon oncle, l'acteur, a fait face à ses propres accusations. Mais il a coopéré. Cela a semblé l'aider. Il a obtenu une mise à l'épreuve, comme les autres. Et moi? J'ai eu la maison. Toute la propriété, les actifs. Ce n'était pas follement extravagant, pas le niveau d'un milliardaire, mais c'était beaucoup,
Assez pour expliquer pourquoi ils avaient fait semblant pendant si longtemps. Je ne les ai pas mis à la porte. Les tribunaux s'en sont chargés. Ils ont déménagé, en silence. Aucune excuse. Aucun contact visuel. Ma mère a laissé un mot derrière elle, sur le comptoir de la cuisine. Il disait, « Tu as toujours été doué, pour prendre ce que tu ne méritais pas, je l'ai brûlé, dans l'évier. » La première nuit que j'ai passée là, toute seule, juste en visite, avant de retourner à Londres, je me suis assise dans le fauteuil de grand-père. J'ai ouvert une bouteille de vin, j'ai posé mes pieds sur la table. L'endroit était silencieux, et sentait toujours, la cire à bois. Je ne me sentais pas triomphante, ni disculpée, ni même en colère, désormais. Il me manquait, tout simplement. Et, pour une fois dans ma vie, je ne me suis pas sentie, comme une étrangère. Je n'ai pas parlé à mes parents, depuis. Ni à ma sœur. Pas même un texto. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. D'autres fois, je me demande si je ne suis pas allé, assez loin. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous, et activez la cloche.